Salut à tous, bienvenue sur le podcast Jacadi ou comment réussir si t'as pas dit Jacadi, qui donne la parole à des acteurs et actrices du monde de l'entreprise ayant réussi à transformer une idée en business à succès. Bonjour, moi c'est Cyril Marie, je suis entrepreneur depuis une vingtaine d'années dans la communication digitale et je dirige Inspire Studio, cofondateur de la French Tech en région Rhône-Alpes. Je suis passionné par les belles histoires d'entrepreneurs. Salut, je suis Gérald Debeau. J'ai passé les 30 dernières années dans de belles entreprises du top 40 à l'international. J'ai décidé de poser mes valises dans la région pour créer Brooklyn, qui accompagne des dirigeants ambitieux et exigeants. Cyril et Gérald, à travers leur passion pour le monde de l'entreprise, ont créé les podcasts Jacadi pour vous partager des histoires d'aventurières et d'aventuriers inspirants de l'entrepreneuriat. Positifs, pragmatiques et surtout persuasifs. Que moi j'ai envie de faire des choses qui sont utiles et qui rendent des services et qui font avancer la société. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Jacadi. Aujourd'hui avec Gérald, nous avons le plaisir d'accueillir Marc Touvenin, le président fondateur de la société ActiveUp. Et je laisse sans plus attendre la parole à Gérald. Bonjour Marc. Bonjour Gérald. Marc, tu es né à Dijon, mais je sais que tu as passé ta jeunesse à Nancy. Le petit Marc, il faisait quoi dans la vie ? Raconte-moi un peu de ses premières années. Alors moi, quand j'étais enfant, j'aimais beaucoup la technologie déjà à l'époque. Je faisais des petits montages électroniques, je faisais aussi de l'informatique, j'avais un ordinateur très jeune, je faisais de la programmation, etc. Et je me voyais vraiment dans l'avenir dans l'électronique. Donc déjà à l'époque, tu avais déjà cette vision-là que cet environnement, c'était là où tu voulais aller ? Oui, et c'est assez amusant parce que je me suis beaucoup éloigné de l'électronique et de l'informatique pendant une partie de mon adolescence et à peu près. On va revenir dessus. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que rétrospectivement, on voit que là où on veut aller, en fait, c'est déjà un petit peu ce qu'on fait quand on est jeune de manière intuitive. Marc, avant d'aller plus loin, est-ce que tu connais les origines de ton prénom ? Alors, je sais qu'il y a un apôtre qui s'appelle Marc, mais c'est tout. Donc, tu as raison. Marc, c'est d'origine latine, de Marcus. Et puis Marc, on parle d'une nature plutôt introvertie et d'une tendance à intérioriser ses sentiments. Tu préfères agir au lieu de perdre du temps à bavarder, mais tu préfères aussi garder tes distances parfois. Ça te va un peu, cette définition ? C'est un peu ton caractère ? Le côté introverti, oui, ça c'est sûr. L'action aussi, oui. C'est vrai que j'aime bien passer à l'action et pas m'embarrasser des discours. Donc, écoute, tu as le bon prénom. Marc, tu as des passions et des rêves autour de l'informatique. Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré quand tu étais plus jeune ? Non, pas vraiment. J'avais pas beaucoup d'inspiration. En vrai, comme on l'a dit juste avant, j'étais, je pense, introverti assez fortement. Et donc, je pense que quand j'étais plus jeune, je vivais dans ma bulle. Donc, je savais pas trop ce qui se passait extérieur. Donc, j'avais pas vraiment de personnes qui m'ont inspiré. Puis après, j'ai commencé à m'ouvrir à l'extérieur. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont inspiré le plus. Je vous propose qu'on fasse tout de suite un bond vers l'avenir. Marc, on est dans les années fin 80, début d'année 90. Tu es au lycée Henri Lauritz. Oui. C'est ça ? Oui. Alors, ça se passe comment ces années-là ? C'était sympa. J'ai bien aimé en fait cette partie. Alors moi j'étais dans une filière technique, enfin technologique on va dire, puisque j'ai fait un lycée, j'ai fait une terminale qui s'appelait E à l'époque, donc un bac techno, et avant d'entrer dans les classes préparatoires, et là j'étais aussi dans une classe préparatoire techno. Marc, est-ce que c'est la période du buggy ? Cette fameuse histoire où tu as fait avec ton frère, tu parlais tout à l'heure de construire des choses et compagnie. Moi, on m'a raconté que tu avais fait un truc énorme avec ton frangin. Vous aviez désossé je ne sais pas quel véhicule, vous en aviez fait un buggy. C'était quoi cette expérience-là ? En fait, c'est surtout mon frère qui m'a entraîné là-dedans. Alors lui, comme moi, il aime beaucoup la technologie. Il a d'ailleurs fait les mêmes études que moi. Il est même allé plus loin. Et lui, il était aussi beaucoup les mains dans le cambouis, comme on dit. Et effectivement, quand on était jeune, on avait bricolé un buggy, donc on avait récupéré en fait 2 avants d'Austin Mini qu'on avait rassemblés, et donc il y avait
donc le moteur et puis l'arrière. Et puis voilà, on a fait des sauts, etc. avec. Enfin, bon, il n'a pas duré très longtemps, mais on s'était bien amusé avec ça. Et c'est vrai qu'à l'époque, déjà, on bricolait des choses. On a aussi fait des portails pour des voisins, etc. En mécano soudé avec du métal soudé. Et c'est vrai que c'était mes premiers contacts avec le concret, fabriquer des choses qui ont une valeur, qui sont utilisées aussi après. Est-ce que tout ça, ça explique après la suite avec l'École nationale supérieure des arts et métiers, c'est ça? Il y avait cette continuité de Oui, construire, en fait, de bâtir? En fait, en réalité, moi je considère que j'étais mal conseillé, j'étais mal orienté dans mes études. En fait, j'ai toujours un peu suivi les possibilités que j'avais. Et puis, je suis allé au lycée. Après, j'étais admis en maths sup, maths spé. Donc, j'ai fait les classes préparatoires aux grandes écoles. Après, j'ai eu un concours, donc les arts et métiers, qui est une belle école. Et j'ai suivi, en fait, un peu les opportunités. Je ne savais pas très bien où j'allais à l'époque. Et je suis allé trop dans une approche généraliste. Les arts et métiers, c'est quand même plutôt des ingénieurs qui sont sur des approches très, très concrètes. C'est plutôt, on va dire, généraliste à dominante mécanique. Et moi, en fait, j'aspirais plutôt à faire de l'électronique, à faire de l'informatique. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai passé un diplôme en électronique en candidat libre pendant mes études aux arts et métiers à Bordeaux. Et donc, quand je dis que je trouve que j'étais mal orienté, c'est que, en fait, à l'époque, on me disait il faut être généraliste, ne pas se couper des opportunités, faire les choses les plus larges possibles. Et moi, je pense que c'est une erreur. Aujourd'hui, je suis plutôt à me dire il faut faire ce qu'on aime et le faire à fond. Et donc, je suis plus... Voilà. Mais voilà, ce défaut d'orientation, ça m'a amené en fait à faire des choses complètement incroyables que j'aurais pas du tout pensé. Et ça a aussi un bon côté. Donc, tu finis tes études, tu rentres dans la vie active. Moi, j'ai trouvé beaucoup d'activités dans ta vie active. Hein. Tu as eu pas mal d'expériences, mais j'ai l'impression que le fil rouge de tout ce dont on va parler maintenant, c'est toujours ce côté faire, tu le disais toi-même, et entreprendre. Tu es d'accord avec ça? C'est ce que je ressens moi quand je regarde ton parcours. Il y a toujours la volonté de faire, et plutôt toi-même d'ailleurs. Hein. Tu es toujours à l'origine. Si tu n'es pas fondateur, tu es président. Enfin, tu as toujours un poste central où c'est toi à l'origine du projet. C'est ça? Oui, alors tu es gentil de présenter ça comme une expérience variée. En fait, c'est plutôt un parcours chaotique où en fait je suis parti dans toutes les directions. Assez souvent quand je faisais des jobs qui pourtant étaient très bien, puisque j'ai travaillé au Maroc dans une grande entreprise Valeo pour faire de la logistique. C'était un gros poste. Et puis au bout d'un moment, j'en avais marre en fait, parce que il y avait ce côté subordination qui était un problème pour moi. C'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai changé souvent, parce que je trouvais pas, j'étais pas à ma place en fait dans ce rapport d'employé en fait et de subordination. Et c'est pour ça que j'ai toujours cherché de manière un peu intuitive au départ à prendre mes libertés et à entreprendre. Et donc, il m'a fallu assez longtemps en fait pour vraiment entreprendre. C'était on va dire, c'était un petit peu après l'éclosion de la bulle Internet. Et c'était encore une fois grâce à mon frère qui m'a entraîné dans l'entreprise qu'il voulait créer. Et donc, et là, je me suis trouvé à ma place. Ouais. En tant qu'entrepreneur et plus salarié. Est-ce qu'on parle de 2011 avec une entreprise dans le digital? C'était Alors, en fait, en réalité, mon rapport à l'entrepreneuriat, il a commencé en réalité je dirais en 2002-2003. À l'époque, j'avais travaillé au Maroc pendant 3 ans comme salarié chez Valeo. Puis, il y a eu la bulle Internet. Enfin, il y a eu l'Internet. Et moi, comme j'étais en Afrique à cette période, je ne l'ai pas vu passer, parce que, évidemment, en Afrique, il n'y avait pas l'Internet encore. Et donc, quand je me suis rendu compte qu'il y avait cette magnifique opportunité, je me suis dit, c'est là où je veux aller. Sauf que, manque de peau, le temps que je me relocalise, etc., la bulle avait éclaté. Et donc, c'était un domaine complètement sinistré, c'est-à-dire les gens qui avaient
le peu d'expérience qu'on a à l'époque, parce que là, on parle en 2001, les gens qui avaient de l'expérience, ceux qui avaient le plus d'expérience possible, ils avaient 4-5 ans d'expérience. Donc, c'était quand même des novices, si on peut dire, par rapport à un domaine normal. Et pour l'Internet, c'était quand on avait 4-5 ans d'expérience à cette époque-là, c'était les gens, vraiment, c'était les seniors de l'Internet. Et donc, comme tout le monde se faisait licencier parce que la bulle avait éclaté, ben, évidemment, ils ne prenaient pas des gens comme moi qui n'ont pas du tout d'expérience. Et donc, ça, c'était on va dire en 2001. Et donc, il m'a fallu à peu près 2-3 ans pour me réorienter dans cette voie. Et j'ai essayé d'entreprendre. C'est là où j'ai appris l'Internet. J'ai appris aussi à faire des sites Internet, à développer en PHP, etc. Et puis, en fait, après, je me suis fait recruter dans une société Internet qui était la star à l'époque. Ça s'appelait NetVibes, donc avec Tariq Rim et Pierre Chapaz. Et puis ensuite, j'ai fait une deuxième expérience avec Pierre Chapaz dans une autre entreprise qui maintenant s'appelle Tids. À l'époque, ça s'appelait Wikio. Et c'est ça qui m'a, je dirais, positionné comme un spécialiste de l'Internet, en tout cas du marketing Internet. Et comme j'avais goûté à l'entrepreneuriat, j'ai quitté cette entreprise pour lancer mon premier vrai projet dans l'Internet. Et donc ça, c'était en 2008 par là. Alors, est-ce qu'on parle de Regionéo ? On parle de Regionéo. Alors, moi, ce que je comprends, dis-moi, Regionéo, c'est cette communauté, tu es quand même énormément visionnaire à l'époque. Hein. Encore aujourd'hui, moi, les gens disent de toi, Marc, il était complètement visionnaire puisqu'il y avait tous les éléments du crowdfunding sans que ça soit à l'époque déjà ni même nommé. Hein. Le terme, rappelle-toi, est arrivé bien plus tard. Et toi, ta vision, c'était de créer une communauté, promouvoir les produits locaux, trouver des financements pour les projets. C'était ça, Regionéo, en fait. Oui, en fait, ça, c'est encore un autre axe qui est que moi, j'ai envie de faire des choses qui sont utiles et qui rendent des services et qui font avancer la société. Résoudre des problèmes de société. C'est quelque chose qui est très fort en moi et qui est vraiment ce qui m'anime en tant que professionnel. Et donc, quand j'ai vu tout ce qui était possible de faire avec l'Internet, je me suis dit, c'est dommage qu'il y ait toute une catégorie d'acteurs qui n'ont pas accès à ces outils. Et c'est dans le cadre d'un voyage où je suis allé acheter des bons petits produits régionaux, comme vous faites certainement tous. Et puis je me suis dit, comment je fais pour en acheter à nouveau ? Quand je rentre chez moi, je les ai consommés, c'est délicieux, et j'en veux à nouveau, je ne peux pas. La seule solution, c'est d'appeler le producteur, de lui demander d'envoyer un chèque, etc. Enfin, vous voyez, je me suis dit, on va juste créer en fait les outils qui seront mutualisés pour tout le monde et qui permettront juste ça, d'acheter des produits régionaux à distance. Et donc, quand je suis allé dans cette direction, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un fossé abyssal entre ce qui était l'état de l'art de l'Internet à l'époque et la compréhension qu'avaient les acteurs du terroir de cette solution. C'était très très loin de comprendre. Et en fait, du coup, ce que je me suis dit, c'est qu'il fallait à un moment donné non pas être dans une approche de simplement offrir un service, parce qu'il fallait non seulement offrir un service technique, je dirais, d'accès à l'Internet pour pouvoir vendre les produits sur Internet, mais aussi il fallait embarquer tout le monde et que tout le monde comprenne l'intérêt et qu'il y ait une sorte de synergie entre tout le monde. Et donc c'était l'idée de cette communauté de producteurs, de clients, et d'une manière générale aussi de tous les acteurs qui, en France, aident je dirais les artisans, les producteurs à se développer économiquement. Et donc, ce que tu mentionnes, cette fameuse campagne de crowdfunding qui a été très remarquée, j'étais en France le premier à faire une campagne de cette ampleur, puisqu'on a levé en crowdfunding à l'époque, hein, c'était, je dirais, je pense que c'était en 2010 par là, on a levé 100 000 € en quelques jours. À l'époque, 100 000 € c'était la limite en fait autorisée. C'est-à-dire, dès qu'on dépassait 100 000 €, c'était considéré comme l'appel public à l'épargne, donc il fallait un prospectus de l'autorité des marchés financiers. Maintenant, ça va jusqu'à, je crois, 1,5 million ou 2 millions. Et ça, c'était avant Ulule et toutes les plateformes actuelles. Ulule, etc. Donc, en fait, on l'a fortement médiatisé, on a eu énormément de retombées médias, etc.
Et je dirais que ça a servi de déclencheur au niveau du marché sur ce principe de crowdfunding. On parlait de crowdfunding en l'occurrence, là c'était en equity, c'est-à-dire que les gens ont acheté des parts de l'entreprise de manière presque comme ils achèteraient, je dirais, des actions ou des pièces d'or. Ils ont acheté des parts comme ça, avec leur carte bleue, etc. Et c'était effectivement très nouveau à l'époque. Et je pense que ça a contribué à rendre cette approche qui est que, quelque part, quand on veut financer un projet, on peut demander à des particuliers d'investir. C'est un peu comme la bourse, mais sauf que c'est beaucoup plus flexible, beaucoup plus simple que la bourse. Et c'est bien adapté pour financer des projets qui démarrent. Mais Marc, quand mes oreilles de 2020 écoutent ce que tu me dis, je ne fais qu'acquiescer, mais tu le dis toi-même, on se remet dans le contexte, on est 2008, 2010, 2011, c'est absolument un ovni cette idée, c'est complètement, tu as dû avoir besoin de beaucoup de persuasion pour pouvoir mener ce projet. Oui, c'était un petit peu un ovni, d'ailleurs ça m'a valu d'être invité à raconter l'histoire dans un TEDx à Mulhouse. On m'a invité parce que justement c'était à l'époque extraordinaire de faire ça. Maintenant c'est vrai qu'il y a des projets comme ça, il y en a tout le temps. Enfin, je veux dire, c'est bien. Maintenant le marché est prêt à ça. Et à l'époque c'était nouveau. Et en fait on l'a vraiment réussi aussi parce que moi j'avais acquis avant des expériences pour animer des communautés, pour faire réagir des personnes. On a fait notamment une belle vidéo où on mettait c'était une vidéo faite avec les moyens du bord à l'époque, mais on avait mis en avant le fait qu'on était contre la grande distribution, qu'on proposait aux petits producteurs d'être en direct, donc c'est ce qu'on appelle maintenant le circuit court. Tout à fait, oui. Et donc cette approche-là, en fait, ça a touché les gens. C'est-à-dire que les gens se sont dit, oui, il a raison, on ne peut pas laisser la grande distribution tout rafler et écraser les petits producteurs. Et donc en investissant chez nous, ce n'était pas uniquement pour gagner de l'argent, c'était aussi pour faire partie en fait, d'un mouvement qui est qu'on utilise l'Internet pour équilibrer les forces économiques. Et puis la deuxième chose qui a fait qu'on a réussi, c'est que je me suis appuyé sur mon réseau que j'avais à l'époque, que j'ai toujours d'ailleurs, mais qui était un de mes points forts à l'époque, c'est-à-dire que j'avais fait du business développement, donc avec notamment l'entreprise NetVibes, qui était à l'époque la star de l'Internet. C'était vraiment, les gens considéraient à l'époque, c'était probablement le nouveau Google, donc c'est vrai que la suite des événements n'a pas validé cette thèse, mais par contre, à l'époque, c'était la star. Donc moi, je faisais du business développement pour NetVibes, et je pouvais rencontrer à peu près n'importe qui dans le domaine de l'Internet, puisque je représentais cette entreprise. Et donc, quand j'ai fait ma campagne, on a ouvert les portes, comme on dit dans le jargon, on a ouvert les portes, et il y avait déjà à peu près un tiers du montant à lever qui était déjà souscrit par des têtes d'affiche, des gens connus qui avaient déjà souscrit et qui affichaient leur appartenance à cette vision qui est qu'on utilise Internet pour équilibrer les forces économiques et appliquer aux produits du terroir. Et ça, je pense que c'est une clé, c'est de dire, il y a une sorte de, vous voyez, une approbation d'un certain corps professionnel, et ça, c'est ce qu'il faut pour que les autres se disent, moi aussi, je veux en faire partie. C'était une partie des clés du succès. Et Marc, on va en parler dans quelques minutes, mais tu as récidivé sur d'autres affaires après, où je trouve qu'il y a encore cette histoire, un moment d'appropriation et de conviction, où les gens s'approprient ton idée. Oui, en fait, c'est ce qui m'anime, comme je disais juste avant, c'est ce qui m'anime de faire des choses qui sont utiles. Et j'aime pas trop le terme de visionnaire, mais c'est vrai que j'ai voulu agir un peu avant que les autres aient perçu l'opportunité, aient perçu l'enjeu. Et si on parle de Regioneo, c'était vraiment tellement visionnaire qu'on a fait ça en 2008. Et quand aujourd'hui on est en 2020, et il y a encore, ça n'existe pas encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il n'y a pas d'acteur de grande taille qui est capable d'aider les petits producteurs
à être indépendant par rapport au circuit traditionnel de distribution. Aujourd'hui, ça n'existe pas encore. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il n'y en aura jamais? Ou est-ce que ça veut juste dire que quand on a fait ça à cette époque-là, on était, puisque ça n'existe pas encore, on était déjà plus de 10 ans avant l'avènement des solutions. Donc, on était vraiment trop en avance, ou alors c'est juste que ça n'existera jamais, et donc en fait c'était juste un rêve qu'on pouvait faire ça, et en fait c'était... Voilà. Et donc, et c'est vrai que maintenant, ce que je fais maintenant, c'était aussi en avance, hein, si on parle d'ActiveUp, c'était aussi en avance, puisque quand j'ai commencé, c'était vraiment très nouveau. Avant d'aller sur ActiveUp, il y a une autre expérience professionnelle qui est intéressante, c'est Neovira, où là, tu rentres, tu vois, je commence à comprendre tous tes petits points qui commencent à se connecter. On est dans une spécialité, c'est le social media marketing, c'est ça. En plus, là, tu travailles pour le coup avec des grands comptes. De cette période, je crois, on parle 2011-2014, de cette période, il en ressort quoi? C'est quoi l'effet marquant de cette période? Ça devait être assez exaltant également de travailler avec ces grosses entreprises. Oui, en fait, quelque part, quand je me suis rendu compte que Regionéo, on n'était pas vraiment armé pour ce projet. En fait, c'était un projet qui est en fait un changement sociétal. C'est-à-dire qu'il fallait transformer la vision qu'avaient tous les acteurs économiques sur comment on pourrait distribuer des produits alimentaires qualitatifs, à la fois les distributeurs existants, les producteurs et aussi les clients. Et donc en fait, c'était trop pour nous, et on n'était pas assez financé. Si on avait été aux États-Unis, peut-être que ça aurait pu marcher. Et encore, quand je regarde ce qui s'est passé aux États-Unis, bon, c'est très différent parce qu'eux, ils n'ont pas cette culture de la bonne nourriture, etc. Ils sont plutôt dans une approche, je veux dire, bon, je ne vais pas détailler, mais c'est complètement différent. Mais en France, moi, j'ai perçu que ce n'était pas possible. Donc, en fait, je me suis dit, je vais utiliser ce que j'ai appris et l'équipe qu'on avait pour aider d'autres entreprises à se développer. Et moi, comme j'aimais l'innovation, naturellement, j'ai voulu faire le marketing des sociétés d'innovation. Seulement, les sociétés d'innovation, bon, que ce soit des startups ou des entreprises d'innovation, elles n'ont pas d'argent en fait, elles n'ont pas beaucoup d'argent. Donc c'est-à-dire qu'on est obligé de travailler avec des marges très faibles, etc. C'est compliqué. Et donc une des approches que j'ai adoptées, c'est que je me suis dit, je vais faire du marketing pour les grosses sociétés, qui elles ont des budgets, et puis je vais utiliser une partie de cette marge pour pouvoir travailler avec des niveaux de marge plus faibles avec des sociétés d'innovation, et c'est ça qui m'excitait beaucoup plus. Et donc, et à l'époque, c'était vraiment le début du social media, en fait. C'est-à-dire que, en fait, ce qui avait été fort à l'époque, c'est qu'on s'est rendu compte que quand on avait des messages intéressants, il y avait des relais, donc les clients ou les auditeurs devenaient des relais, donc ils transmettaient les informations à leur réseau, et c'était la nouveauté, c'était le social media. Et en fait, il y avait beaucoup d'entreprises qui, elles, avaient l'habitude juste d'acheter de la pub et de payer pour être visibles sur des médias. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, il y avait peut-être un moyen un peu plus intelligent de faire caisse de résonance. Et ce qui leur manquait, c'est juste comment on fait concrètement. Et donc, nous, on a travaillé là-dessus. On a travaillé avec des grandes entreprises comme Air France, comme Samsung, comme le groupe SEB, etc. Et on les a aidés en fait avec des approches intelligentes de comment amener des utilisateurs à parler de la marque, mais quand l'utilisateur parlait de la marque, en fait, c'était un prétexte pour parler de lui-même en tant qu'utilisateur. Et donc, il fallait utiliser ce biais, et on a fait des belles campagnes comme ça. Et c'était la naissance des ambassadeurs du digital, en fait, sur ce levier d'ambassadorat par les communautés. Voilà, exactement. Alors, ça a dû être déjà une période exaltante, hein. Tu as cité des grosses entreprises, et puis on aime bien, chez Jacadi, on aime bien le fait que, comme tu dis, je suis allé me confronter avec ces grosses entreprises pour pouvoir aussi récupérer à des moments un petit peu ces ressources, au sens financier du terme, pour pouvoir aussi aider ces nouvelles entreprises et ces startups. Alors, ça a certainement bien marché, puisqu'en fait, tu te retrouves après enseignant et coach en e-marketing. Donc, ça y est, le mot est là. Ça y est, et tu es, je crois, sur Lyon.
à la business school? Voilà, en fait, ça c'est une partie assez amusante parce que en fait, moi je suis un ingénieur de formation en mécanique. J'ai été amené à faire de l'informatique au sens de développement de sites web et même de logiciels sur Internet. Et donc je suis allé dans le marketing à partir de l'ingénierie. C'est-à-dire qu'en fait, le marketing digital, quand j'ai commencé à en faire, c'était plus un travail d'ingénieur qu'un travail de business. C'était plus de l'analyse des chiffres, de créer des automatismes, etc. Et en fait, je suis devenu un spécialiste du marketing digital qui s'appelait marketing alors que ce n'était pas du marketing. C'était de la technique. Donc c'était les rouages en fait pour que le marketing soit efficace. C'était les rouages exactement pour le marketing. Et ce qui est assez amusant, c'est que par rapport aux marketeurs professionnels et très fortement éduqués sur le sujet du marketing, j'avais des aptitudes qu'ils n'avaient pas, qu'ils ne comprenaient pas. Et donc ils m'ont amené à enseigner le marketing digital dans un cadre où les enseignants normaux enseignaient le marketing traditionnel. Et donc je me suis retrouvé dans des situations assez ubuesques où en fait on parlait de marketing mais on ne parlait pas du même métier, on se comprenait à peine. Et donc du coup moi j'ai dû apprendre le marketing moi-même pour comprendre leur logique, parce que j'avais jamais appris le marketing. Et donc je me suis retrouvé à enseigner par la suite le marketing d'une manière qui est une sorte d'autodidacte qui a appris sur le tas le marketing, parce que pour être bon en marketing digital, il ne suffisait pas d'avoir de la technique, il fallait aussi comprendre les fondamentaux du marketing. Ce que je n'avais pas, puisque je n'avais pas eu besoin. Et ce qui est intéressant, c'est que je me suis retrouvé dans des écoles comme le M Lyon, que tu mentionnais. J'ai aussi enseigné à l'INSEC, Sub de Pub également à Lyon, aussi dans des écoles en Suisse, à l'EPFL. Parce que, en fait, cette composante marketing traditionnelle, quand j'ai pu l'amener avec la partie online, ça donnait en fait une approche qui, pour les marketeurs traditionnels, était vraiment avec forte valeur ajoutée. Alors que je n'avais pas, en réalité, à la base, la légitimité pour le faire. C'est assez amusant. Alors, c'est intéressant, et je vois que un de tes fils rouges, au-delà de cet esprit d'entrepreneuriat dont on était en train de parler, c'est que même dans cette période-là, tu es toujours coach. Je sais que tu es proche de l'incubateur de l'EM Lyon. C'est-à-dire que tu as toujours cette vision de mettre à profit des entreprises naissantes, des projets. Le mot start-up existait déjà à l'époque. C'est ça, hein, donc finalement, tu as ce grand écart. Tu es avec des structures demandeuses qui ont des ressources et qui consomment et qui ont des stratégies qui engouffrent des énergies folles. Et puis en même temps, toi, tu arrives toujours à donner de ton temps, à donner de ton énergie et de tes compétences, j'imagine, dans ce côté incubateur start-up. Oui. Alors c'est vrai que ce que j'ai fait, le coaching que j'ai fait à l'EM Lyon, pour moi, ça relève plus de l'enseignement que du coaching, puisque c'était des étudiants. Alors, à l'EM Lyon, c'est souvent des étudiants, des gens qui ont déjà travaillé, qui reprennent leurs études après, donc sont déjà des professionnels. Et en fait, moi, comme j'avais enseigné, j'étais dans la liste en fait, des coachs potentiels. Et quand il y avait des étudiants, ils me voyaient dans la liste et puis ils me demandaient si ça m'intéressait de les suivre, et je les suivais volontiers. Et en fait, ce qui est intéressant là, dans cette phase, c'est que, en fait, moi, je n'étais pas dans le moule des enseignants de l'EM Lyon. Je pense que c'est pour ça que certains étudiants, surtout quand ils étaient en reconversion, ils étaient intéressés par mon profil un peu hybride, c'est-à-dire que j'étais à la fois dans la technique et dans l'ingénierie, et aussi dans le business. Et c'est ça qui, à mon avis, a fait qu'ils m'ont proposé de les accompagner. Marc, je te propose de revenir sur cette période dont on parlait de Régionéo. Hein, et je sais que ce projet a bénéficié d'investisseurs, ça faisait partie de ton programme et de ta stratégie. Et puis il y en a un en particulier qui a joué un rôle important, qui s'appelle Rafik Smati, qui est le président d'Objectif France, et qui finalement t'a donné l'opportunité, comme tu le disais, de devenir acteur et de rentrer en politique. Tu nous parles de ton rôle de président de l'association de financement, et puis aujourd'hui aussi de ton rôle d'adjoint au maire.
Oui, alors effectivement, moi j'ai rencontré Rafik quand j'étais en charge du business développement de NetVibes, hein, que je vous en ai parlé tout à l'heure, et ce job en particulier était vraiment un pivot dans mon parcours professionnel. Et quand Rafik m'a présenté son parti, là on parle, c'était peut-être en 2014 par là. À l'époque, moi j'étais un observateur comme beaucoup de nos concitoyens, un observateur de la politique qui était dans le commentaire, parfois dans l'indignation, parfois je dirais, parfois en phase, parfois justement contre les politiques. Mais j'avais une certaine résignation. Je ne pensais pas que les citoyens pouvaient vraiment changer quelque chose. J'avais l'impression que voilà, tout était dit, que c'était donc cette oligarchie d'hommes politiques qui faisaient leurs lois. Et ce que Rafik Smati a changé, c'est qu'il a réussi à me convaincre que en fait, l'avenir n'était pas forcément écrit. Qu'à un moment donné, il fallait que des gens qui pensent autrement, qui sont vraiment engagés pour l'avenir de leur pays, qui ont envie de le faire avancer, il faut qu'ils arrêtent les commentaires et qu'ils passent à l'action et qu'ils prennent le pouvoir. Et donc, à l'époque, je pensais que des think tanks, des groupes de réflexion, des grèves ou d'autres manifestations du peuple comme ça pouvaient influer les démarches politiques. Et maintenant, je pense que ce n'est pas possible. Il faut juste, si on a des idées, si on a un programme, on a envie, certaines visions de comment notre pays devrait être gouverné, ben, il faut prendre le pouvoir et il faut exercer le pouvoir de manière concrète pour mettre en œuvre ce qu'on pense qu'il faut faire, plutôt que d'espérer qu'un jour les politiques vont prendre les bonnes idées qui émergent du peuple pour les mettre en œuvre. Et donc, c'est ce qui m'a amené donc à soutenir Rafik Smati. On avait à l'époque, c'était on parle en 2014-2015, c'était un petit groupe de peut-être 200 personnes qui pensaient qu'il fallait réformer le pays pour de vrai, mais pas d'une manière parce qu'on parle de réforme dans la politique, c'est toujours la même chose. Hein, on va réformer, puis finalement, ils arrivent au pouvoir, puis il n'y a rien qui change. Là, c'est vraiment avec des idées nouvelles. Et donc, on s'est mis en tête, donc là, on était en 2015, que Rafik Smati soit candidat à la présidence en 2017. On s'est rendu compte que le système était complètement verrouillé, donc pour être candidat, il fallait être très populaire auprès de au moins 500 maires, sachant que l'élection est verrouillée par l'establishment et les maires ne sont pas tout à fait libres de choisir quel candidat ils vont parrainer. Donc ça nous a amené en fait finalement à ne pas pouvoir être candidat à cette élection-là, mais quand même de créer ce parti Objectif France, qui avant était juste une association, donc c'était juste on va dire un mouvement politique, qui n'était pas un parti dûment enregistré. Et quand on a créé donc le parti, Rafik m'a demandé d'être président de l'association de financement, et du coup c'était principalement sur la base du fait que j'avais été capable de mobiliser des énergies, de mobiliser je dirais, une foule de personnes dans mes précédentes expériences, en particulier Régionéo avec cette levée de fonds participative. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, justement, pour se dire, on va lever des fonds pour financer une démarche politique. Tu es également premier adjoint à la mairie de Collonges, sous Salève. Ça, c'est une expérience également assez nouvelle pour toi, assez enrichissante. Comment ça se passe ? Alors, en fait, dans cette démarche que je viens d'expliquer juste avant, où je pense maintenant qu'il faut arrêter d'être résigné en politique, il faut passer à l'action et prendre le pouvoir. Quand j'ai commencé à travailler avec mes collègues d'Objectif France, dont certains sont déjà des élus, dont certains sont déjà une expérience politique, je me suis rendu compte que moi j'avais des aptitudes à mobiliser les énergies sur les réseaux sociaux, sur Internet, mais je ne comprenais pas la politique, je ne comprenais pas comment fonctionne la politique, donc le logiciel, je dirais, des politiciens. Et donc, je me suis dit, la meilleure façon de le comprendre, c'est d'être un insider, de rentrer dedans, d'être à mon tour élu, d'être aux affaires et de comprendre comment ça fonctionne. Et donc ça a commencé pour moi, on va dire, il y a à peu près un an,
je pense que c'était en novembre 2019, je me suis dit, je veux être élu. Donc je me suis dit, il y a des élections municipales, je vais me mettre sur une liste et je vais faire gagner cette liste. Et donc je suis allé voir, à l'époque il y avait deux têtes de liste, je suis allé voir les 2 têtes de liste, j'ai fait mon choix, et ensuite il y a eu une 3e tête de liste, donc on était dans un petit village de 4000 habitants avec 3 listes, et on a gagné assez largement, puisqu'on avait 10 points de plus que la 2e liste, sachant que la 3e liste est encore plus bas. Et on a gagné principalement parce qu'on a, on a fait des vidéos, on était sur les réseaux sociaux, on avait un site internet, on avait une grosse aptitude à faire du marketing, ce que n'avaient pas les autres. Et on avait aussi une approche radicalement nouvelle, puisqu'on a proposé de faire de la démocratie participative, de dire maintenant, si vous votez pour nous, on ne va pas avoir un mandat en blanc pour 6 ans, on va vous demander votre avis, etc. Et donc ça, c'était nouveau, à la fois sur le fond et sur la forme. Et donc, du coup, on a été élus grâce à ça. Et donc maintenant, je suis avec mes autres collègues conseillers municipaux de Collonges-Célèbres, on est aux affaires, et on est en train de mettre en place le programme justement pour, non seulement, parce que en fait, souvent quand on se dit, on va essayer d'être élu, sauf que quand on est élu, c'est là où ça commence en fait, parce qu'avant d'être élu, c'est déjà un gros travail, mais ça commence quand on est élu. Donc on a été élu en juillet, et donc on est encore en train de prendre nos marques, mais ça avance bien. Est-ce que Marc, tu vois déjà avec cette expérience des passerelles ou des lignes continues entre ce monde de l'entrepreneuriat finalement que tu as connu, c'est ce dont on vient de parler, et puis ce monde entre guillemets de la politique, comment toi tu vis ça? Puisque tu as ces 2 aspects, ça vit bien ensemble tout ça? Alors, de ce que je vois, c'est quand même, c'est tellement différent dans la nature, parce que quand on a une entreprise, l'objectif, c'est, je dirais, de développer. Il y a une volonté, quand on a une entreprise, c'est de développer, de grandir, de faire de la croissance, etc. Et en politique, ce que je constate, mais je suis encore très novice, c'est cette volonté de préserver, de conserver ses acquis, d'assurer ses arrières, de préparer la prochaine réélection, etc. Donc c'est plutôt une approche sur la défensive en politique, alors que dans l'entreprise, on est plutôt en mode offensif. Enfin, normalement, si on veut se développer. Et puis, ce que je vois, c'est que en politique, il y a beaucoup de non-dits. C'est-à-dire que, en entreprise aussi, mais en fait, il y a des agendas cachés où certains maires ou adjoints, ils ont des velléités d'être élus conseillers départementaux. C'est un peu comme Koh-Lanta, en fait. Un peu. Voilà. Et donc, en fait, il y a des décisions qui sont prises qui sont clairement pas, quand on est à l'intérieur, qu'on voit comment les décisions sont prises, sont clairement pas en fonction de l'intérêt exclusif ou vraiment prioritaire des populations qu'ils représentent, mais plutôt dans une certaine dans une progression personnelle. Et ça, on le voit beaucoup. On le voit aussi dans les grandes entreprises. Et c'est une des raisons pour lesquelles moi, je ne peux plus travailler je n'ai plus voulu travailler dans les grandes entreprises. Maintenant, je suis entrepreneur, très content de l'être. Donc, je pense que plus jamais de ma vie, je ne serai employé. Mais en tout cas, je vois que dans les grandes entreprises, il y a aussi un peu ce côté politique qui fait qu'en fait, les gens qui ont envie de faire et faire avancer un groupe, une entreprise, parfois, ils sont un petit peu écrasés par les gens qui veulent, qui sont sur la défensive, qui veulent préserver leur position. Donc tout ça est en cours, mais pour toi, c'est pas inconciliable. C'est pas inconciliable, d'autant plus que les organisations politiques, que ce soit les communautés de communes, les départements, même les communes, ont un rôle à jouer pour développer les entreprises, pour créer en fait des conditions favorables pour l'entreprise, que ce soit la mise à disposition de locaux, aider à l'embauche, etc. Il y a vraiment une passerelle qui doit se faire, sachant que ça dépend évidemment. Nous, on est dans une commune, on va dire, rurale, puisqu'on n'a pas beaucoup d'entreprises, on a quand même beaucoup de commerces, mais pas beaucoup d'entreprises. Donc, et je pense que c'est très, très variable d'une collectivité à l'autre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le fonctionnement est vraiment très, très différent. Marc, tu veux bien nous parler de Rafik Smati ?
un des actionnaires, un des cofondateurs de Dromadaire me contacte, il me dit Rafik Smati, moi je ne connaissais pas Rafik Smati, d'ailleurs il n'était pas très connu à l'époque. Et je lui dis oui, mais je comprends, mais moi le problème c'est que là, moi en plus j'habitais ici en Haute-Savoie, et c'était à Paris, enfin ouais, j'ai rationalisé. Il m'a dit aussi, Rafik voudrait vraiment vous parler et tout. Je lui ai dit bon, allez. Je suis allé, et en fait, si j'étais pas allé, c'est tout un pan en fait de ma vie. Bien sûr. Et donc, il y a eu des rencontres comme ça dans ma vie qui étaient vraiment structurantes et qui se sont fait par hasard sur un truc qui, a priori, paraissait peu probable, pas forcément intéressant. Et donc, du coup, j'ai retenu ça. Et maintenant, j'accepte le côté... Parfois, je perds mon temps, mais parfois, il arrive des choses exceptionnelles. Et donc, je ne voudrais pas louper ces opportunités. Je te rejoins. Ouais, c'est ce qu'on disait. Tous les deux, on y pense. Je te rejoins complètement, et c'est exactement ce que j'ai vécu avec Gérald. Et en fait, ce que je trouve assez dingue, c'est très marrant ce que tu dis. Je pense que ça arrive à un certain moment de la vie où t'es moins dans le regard des autres. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu fais tes choix tout seul, tu t'en fous de ce que les autres pensent. Tu vas vers certaines personnes, tu l'exprimes ou pas. Tu as ton libre arbitre et ton intuition, en fait, c'est ce qu'on disait l'autre fois. Et là, tu te laisses les opportunités de rencontrer, de découvrir. Et il y a des histoires incroyables. C'est un peu les fondations de Jacadi, c'est ça. C'est ça. Jacadi, tu l'as compris. Nous, on le positionne comme ça en disant, à un moment, il y a eu un Jacadi, tu t'es dit, je prends le train, je vais aller voir ce monsieur à Paris. Mon confort me dit qu'il n'y a aucune raison. Ma tête me dit va voir. Et ben, c'est ce qui est assez dingue, c'est qu'on a trouvé ce mot Jacadi, parce que c'est une anecdote de Gérald qui raconte pas à chaque fois, parce qu'elle est assez longue mais qu'elle est très intéressante, et c'est le fondement même de notre concept. Allez, je la raconte. Gérald, beaucoup de fois dans son parcours professionnel, dans différentes entreprises, petites, grandes, énormes, aux États-Unis ou en France, le moyen de se faufiler quelquefois quand tu veux sortir d'un petit guêpier structurel ou administratif, tu cherches une solution, tu vois. Et son astuce, c'était de dire à la personne, ah, j'ai pas dit Jacadi, donc je suis pas obligé de le faire. Et donc, quand il m'a raconté ça, j'ai trouvé ça génial, et je lui ai dit, mais c'est un vrai élément qui est fort et qui est émotionnel et qui est associé à au marqueur émotionnel, en fait, à ce qu'on a tous vécu étant enfant. On a tous joué à Jacadi. Je sais pas qui a inventé d'ailleurs Jacadi. Ça serait marrant de regarder. D'ailleurs, la société qui fait les vêtements est en dépôt de bilan, mais au passage. Et dans ce contexte-là, ce que je trouvais génial, c'est de dire à Gérald, faut qu'on trouve... on va pas t'apprendre que la clé aujourd'hui, c'est le brand content, et que c'est les histoires, en fait. C'est le storytelling qui fait que les gens s'intéressent à une marque, à un produit ou à un service. Et donc, on a cherché comment on pouvait structurer ça et s'en servir après de manière vertueuse. Et c'est comme ça qu'est né Jacadi. Donc tu vois, on a tous nos histoires. Alors, je finis. Il se trouve que quand je suis passé du côté international, Jacadi existe. Ça s'appelle Simon Says. Et que j'ai récidivé en me trouvant pareil avec des gros enjeux capitalistiques. J'ai récidivé en disant Simon Says et ça a fonctionné. Mais maintenant que tu viens de le dire, c'est fini, je suis grillé, je ne pourrai plus jamais l'utiliser. C'est ça. Tu dis de toi, je te cite, après des années passées assis à faire du développement web et du marketing digital, j'ai rééquilibré mes priorités et mon esprit et mon corps. Maintenant, je marche tous les jours en travaillant. Parfois beaucoup, tu dis ça peut faire entre 15 000 et 50 000 pas par jour, et je commercialise des outils et du matériel logiciel pour une vie professionnelle plus saine et plus efficace. Parle-nous d'ActiveUp. Oui, alors ça a commencé de manière très, très basique parce que j'étais gros. Je faisais 15 kilos de plus que maintenant. Et ma femme me disait il faudrait faire quelque chose, Marc. Et donc, j'essayais de faire quelque chose, mais je n'y arrivais pas. Et donc, là, j'ai travaillé avec dans le cadre, j'ai un de mes clients qui s'appelle Fabrice Boutin, qui est aussi un garçon extraordinaire, qui a vraiment eu beaucoup d'impact sur ma vie, sur mes activités professionnelles. C'est aussi un des actionnaires aussi d'ActiveUp. Il avait été aussi actionnaire de Regionéo, etc. Et donc, et l'idée, c'était tout simplement de se dire, il faut bouger plus. Quand on est en surpoids, c'est soit on mange mieux et moins, soit on bouge plus. C'est-à-dire que, soit les deux, évidemment. Et donc, moi, j'étais pas trop du genre à vouloir faire un régime. Je me suis dit, il faut que je fasse plus.
Et donc, j'ai commencé à traquer mes pas, j'avais un podomètre sur moi, etc. Puis je me rendais compte que les jours où je faisais le plus de pas, c'était quand je parlais au téléphone toute la journée. Et donc, je faisais du commercial. En gros, j'étais au téléphone et je tournais autour de mon bureau toute la journée. Et là, je pouvais faire 10, 15 000 pas sur une journée parce que je faisais vraiment plusieurs heures de marche en téléphonant. Seulement, c'était pas pratique parce qu'évidemment, quand on téléphone, on n'a pas l'ordinateur sous les yeux, on ne peut pas prendre de notes, etc. Et donc, un jour, j'ai vu une vidéo sur une start-up américaine. Je faisais beaucoup de veille à cette époque-là. Et il y avait un walking desk. Et je me suis dit, mais oui, il m'en faut un. Et donc ça, c'était en 2013, fin 2013. Et j'ai voulu en acheter un. Et je peux vous dire qu'en 2013, c'était impossible d'acheter ce type d'équipement en Europe. Il n'y avait aucun endroit où c'était vendu. Et donc, je me suis dit, bon, tant pis, je vais m'acheter un tapis roulant, je vais le bricoler, je vais mettre un bureau en hauteur, etc. J'ai fait mon premier walking desk, bricolé, maison, hein, c'est mon côté, comme tu disais, faire soi-même. C'est ton buggy numéro 2 ? Ouais, mon buggy numéro 2. Et d'ailleurs, j'ai mis la photo de ce, si on peut dire, prototype sur le site d'ActiveUp. Et donc, j'ai utilisé, et le premier jour, j'ai marché toute la journée. Le premier mois, j'ai fait 500 km sur un mois. Et depuis, je fais entre 500 et 700 km par mois. Depuis maintenant, c'était en 2013, donc là, ça fait 7 ans. Voilà. Et à l'époque, c'était juste pour moi. C'est-à-dire que j'avais juste besoin, moi, de bouger. Et j'ai trouvé ça tellement génial qu'évidemment, j'en parlais autour de moi. J'ai mis des photos de mon équipement sur les réseaux. Et il y a des gens qui voulaient m'en acheter. Ils m'ont dit, ouais, j'en veux un aussi, etc. Et donc, j'ai commencé à me dire, tiens, à cette époque-là, je venais de vendre mon agence Neovira dont on a parlé. Je venais de la vendre à un de mes clients. Et je me suis dit, tiens, peut-être que c'est ça mon prochain projet. Et donc, j'ai cherché des fournisseurs, j'ai essayé de créer une offre. Et puis, j'ai commencé à en vendre tout de suite, etc. Et ça a commencé comme ça. Donc là, c'était à peu près un an après, en 2014, fin 2014. Et puis, à l'époque, j'étais dans une approche de vente de mobilier. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais trouvé ça génial. Je me dis, les autres, il faut qu'ils achètent aussi la même chose s'ils veulent s'en sentir bien, s'ils veulent perdre du poids, s'ils veulent être en forme. Et en fait, donc ça a marché. Donc j'ai eu tout de suite des clients, et pas mal des gros clients. On a eu très très vite la SNCF, puis des grosses entreprises. On a eu Google, on a eu Facebook, on a eu pas mal de grosses entreprises. Mais ça décollait pas vraiment. Parce qu'en fait, on vendait un meuble. Et il fallait encore que les gens comprennent en quoi c'était bien pour eux. Parce qu'en fait, les gens qui savaient que s'ils allaient marcher plus, ils allaient perdre du poids, ils allaient être en forme, ils allaient être plus performants dans leur cerveau, parce que qui dit marcher, plus d'oxygène dans le cerveau étant plus en forme, les gens ne s'en rendaient pas compte tout seuls. Ils voyaient, moi j'étais sur des salons où les gens ils passaient à côté du walking desk, on était une petite équipe, il y avait des gens qui marchaient dessus, etc. Ils disaient, mais c'est quoi votre truc là, à quoi ça sert ? Et en fait, c'était pas qu'ils étaient bêtes, c'est juste qu'ils voyaient pas le rapport. Ils croyaient juste que c'était un côté un peu loufoque, un peu pour imiter les startups américaines. Ils voyaient pas le fondement très profond de ça. Et maintenant, en fait, j'ai essayé de comprendre. Et là, j'ai eu la chance d'avoir ce bagage, je dirais, marketing traditionnel, le marketing fondamental que j'ai appris juste avant, qui est de dire, mais au fond, quel est le problème ? Quel est le vrai problème ? Quel problème on résout à ces personnes et comment on leur apporte une solution ? Et en fait, je me suis rendu compte que la solution, ce n'était pas un meuble. La solution, c'était plutôt de leur présenter une démarche qui inclut un meuble, mais qui soit une démarche globale. Et le problème, c'était pas j'arrive pas à bouger au bureau. Le problème, c'est j'ai envie de perdre du poids, ou j'ai mal au dos, ou j'ai du diabète, ou je suis en rémission de cancer, ou des choses comme ça, qui sont en fait des problèmes concrets pour lesquels les professionnels qui travaillent beaucoup n'ont pas de solution aujourd'hui. Si on leur dit vous avez une de ces pathologies, toutes les maladies chroniques, la seule solution qu'ils ont aujourd'hui, c'est des médicaments ou des opérations. Et là, avec l'activité physique, ils ont une vraie solution qui est naturelle. Et donc ce cheminement, je l'ai poursuivi jusqu'à vraiment à lire des livres sur comment vivre plus vieux en meilleure santé, comment être en forme, comment booster en fait son énergie.
Et je suis arrivé en fait à des approches qui étaient vraiment presque ancestrales, qui est que en fait les humains, en fait on était conçus dans un environnement où un homme, pour survivre, il devait bouger tout le temps. Il était tout le temps. Et donc, avant l'agriculture, hein, on va dire il y a à peu près 10 000 ans, un humain, il faisait 23 à 25 km par jour, tous les jours de marche. C'était l'attitude normale. C'est-à-dire qu'il y avait en gros 2 positions. C'est je suis couché et je dors, et je suis debout et je marche, à peu près, pour simplifier. Et donc, nous, maintenant, on est dans une approche où progressivement, on a commencé à faire l'agriculture, donc on se déplaçait plus, enfin on marchait plus pour se déplacer, on marchait pour aller faire les champs, etc. Mais il n'y avait plus ce côté de déplacement qu'il y avait avant. Et puis après, on arrivait avec des chaises, avec des tables, avec des voitures, et à la fin, de plus en plus, on est dans un canapé, dans la position la plus immobile qui existe. Et là, on arrive au paroxysme, d'ailleurs, avec le confinement et tout ce qui était travail, on a des gens qui passent plusieurs heures dans leur canapé sans bouger. Et ça, c'est complètement antagoniste avec les besoins physiologiques d'un être humain. Et donc, du coup, si on regarde ça, on se dit, la vraie question qu'on résout, qui est la question la plus profonde, c'est comment on a un être humain qui peut vivre de manière, je dirais, en harmonie avec sa physionomie, avec sa conception biologique, je dirais, son ADN, mais dans la vie moderne. C'est-à-dire qu'en fait, on peut se dire, on va aller habiter dans les bois, enfin vivre comme à l'ancienne, avant qu'il y ait le monde moderne, mais c'est pas ce que les gens veulent. Ce que les gens veulent, c'est vivre dans la vie moderne. Mais par contre, pour vivre en bonne santé, heureux, en forme, etc., il faut aussi qu'ils aient un mode de vie qui soit compatible avec leur physionomie. Et la physionomie d'un être humain, c'est de bouger. C'est comme ça. On a été conçu comme ça. Et donc, et aujourd'hui, notre rôle, c'est ça. C'est de dire, on va vous aider à avoir une vie qui est compatible avec l'ADN humain, mais compatible aussi avec la vie moderne. Et en fait, ça rentre avec... donc là, on parle du tapis, qui permet de travailler en marchant. Donc ça veut dire que là, vous allez pouvoir faire du mouvement, mais tout en travaillant. Donc vous n'êtes pas du tout gêné, même votre travail est boosté parce que, comme je l'ai dit, plus d'oxygène dans le cerveau, vous êtes en forme. Votre cerveau va être mieux oxygéné. Donc vous pouvez bouger tout en travaillant. Mais en plus, derrière, il y a d'autres approches comme la nutrition, le jeûne intermittent, comme l'activité physique intense et courte, ce qu'on appelle le High Intensity Interval Training. C'est vraiment l'activité intense très courte, on va dire 5 ou 7 minutes par jour, qui correspond en gros ni plus ni moins que quand vous voulez attraper un lapin pour manger, vous voulez échapper à un lion, vous allez courir à fond pendant quelques minutes. Alors soit il vous a attrapé, vous êtes mort, mais si vous survivez, ça ne dure pas plus que 5 minutes. Et ça, c'est les humains, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de jeûner. Pourquoi ? Parce qu'avant, un humain, c'était très souvent qu'il n'avait pas à manger, pendant plusieurs heures, voire parfois plusieurs jours. Et il a besoin d'avoir une activité intense très courte, donc quelques minutes. Et il a besoin de bouger beaucoup. Et donc, on peut reproduire ce style de vie ancestral, mais l'intégrer dans la vie moderne avec des méthodes toutes simples. Et c'est ce qu'on fait avec ActiveUp. Incroyable. ActiveUp bénéficie aujourd'hui d'une... Je pense que l'histoire est en train de se créer, puisque aujourd'hui ActiveUp a bénéficié et bénéficiera d'une couverture médiatique assez importante. Hein. Tu as présenté ces projets, je parle de la presse écrite, bien évidemment la télé, avec des grands opérateurs. Je crois savoir que dans ta démarche, tu t'es rapproché aussi de ce monde, on va dire, médical, pour aller voir des spécialistes, à Genève notamment, pour aller chercher, tu t'en parlais toi-même, les sources et les origines des bonnes pratiques. Aujourd'hui, ActiveUp est en train de bénéficier d'une dynamique positive autour du projet. C'est plus, comme tu dis... Pour moi, tu es déjà bien loin de la vente du meuble. On n'est plus là-dedans. Alors, c'est vrai que moi, j'ai acquis une certaine expérience pour faire parler de moi dans les médias. C'est vrai qu'avec ActiveUp, on a eu la chance d'avoir un sujet qui était à la fois fun et sérieux. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les médias, eux, ce qu'ils aiment bien, c'est
pousser des choses qui sont un peu bizarres, un peu sensationnelles. Et comme ils ne veulent pas non plus paraître un tabloïd ou une télé au rabais, il faut quand même qu'il y ait un petit fond de sujets intéressants, sociétal, scientifique. Et donc nous, on est exactement dans ce cas de figure. C'est-à-dire qu'on fait des choses qui paraissent un peu bizarres. Certains nous ont dit « Ah, mais on n'est pas des hamsters, etc. » Donc c'est quelque chose d'un peu non conventionnel, si on peut dire. Certains diront même absurde. Mais, et d'un autre côté, on a ce fond qui est que on sait que la sédentarité, c'est pas bon, l'inactivité, c'est pas bon, que dans les bureaux, les modes de vie, les postures de travail, elles évoluent. Maintenant, avec le télétravail, c'est en train de partir en sucette, hein, si on peut dire, parce que les gens, vraiment, ils deviennent complètement inactifs dans leur canapé ou sur la table de la salle à manger pour faire 8 heures de travail. Donc, c'est en train de partir vraiment dans une mauvaise direction. Et donc, ça, c'est un fond, je dirais, pour les médias, qui est super, parce qu'ils peuvent à la fois montrer des choses un peu qui sortent de l'ordinaire et qui sont quand même sérieuses. Et donc ça, c'est ce qui nous a permis de passer dans les médias. Et c'est vrai que quand on active ce canal, c'est-à-dire qu'on communique auprès de la presse, qu'on fait des communiqués de presse, on a assez facilement la télé et des télés, d'avoir nos produits sur un plateau. On passe au JT, de TF1, de M6, etc., France 2. C'est vraiment, c'est vraiment de la télé à fort potentiel. Je veux dire, c'est pas une émission à 23h où il n'y a personne qui regarde. On touche les masses médias. Voilà, c'est vraiment mass média. Et donc, après, si la question elle allait aussi sur le côté scientifique, moi aujourd'hui, pourquoi on travaille avec les scientifiques? Parce que c'est un peu la même chose que quand je parlais dans Régionéo, qu'il y a un côté, c'est trop gros pour nous. C'est-à-dire que nous, on est une petite entreprise, on ne peut pas faire changer les mentalités. Et donc, on a besoin à la fois de mieux connaître ce qui est bon pour les gens, c'est-à-dire, c'est la côté, un terme qui est la posologie de l'activité physique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut que les gens fassent comme activité physique pour améliorer leur santé ou atteindre leurs objectifs, s'ils veulent perdre du poids ou s'ils veulent être en forme, etc. Et puis, aussi de regarder quels sont les effets négatifs potentiels. Alors la bonne nouvelle, c'est que la marche, je peux vous dire, avec les médecins avec lesquels on a travaillé, ils nous ont tous dit, il n'y a pas de limite, vous pouvez marcher toute la journée, vous n'aurez jamais de problème, il n'y a pas de choc. C'est pas comme si on court. Vous savez, il y a certains sports où si vous en faites trop, ça vous abîme les articulations, etc. La marche, c'est vraiment une des activités les plus naturelles et on peut vraiment en faire beaucoup. Mais moi, ça m'intéresse quand même de le voir. Et puis, il y a aussi des personnes qui ont des pathologies, qui ont des problèmes au niveau des vertèbres, etc. Et donc, il faut quand même qu'ils fassent attention. Et puis, derrière, c'est aussi qu'on ait une caution de scientifiques qui disent oui, c'est vrai, bouger va améliorer votre santé. Et aujourd'hui, si vous voulez, on en est là. Et ce que je trouve qui est notable, et c'est une bonne chose, c'est qu'en France, maintenant, l'activité physique est reconnue comme un médicament. Il y a la possibilité pour les médecins de prescrire l'activité physique. Et ça, c'est nouveau. Et c'est super parce qu'en fait, c'est un complément je dirais, des médicaments ou des opérations. On peut vraiment soigner des gens en les faisant bouger. Et c'est naturel, ça coûte presque rien et c'est très efficace. Et donc, c'est pourquoi on va voir les scientifiques. Et là, on a encore une autre étude qui va démarrer bientôt avec Clermont-Ferrand. On a eu Grenoble, on a eu Lausanne, on a eu aussi Besançon. Et c'est des chercheurs qui utilisent nos produits pour montrer les bienfaits sur les populations. Et ça, c'est important pour cette caution, c'est important pour la connaissance de comment on peut utiliser les produits. Et ça, je pense que c'est vraiment... Moi, ce qui m'anime, c'est de se dire, on fait les choses sérieusement et au-delà de notre activité propre. C'est-à-dire que moi, honnêtement, aujourd'hui, s'il y a des gens qui achètent un walking desk ailleurs, grâce à moi, et ça arrive, parce que nous, on est plutôt ciblé entreprise, on a des très beaux produits avec des plateaux en bois massif, etc. Mais on va dire on n'est pas dans le low cost, et il y a des solutions low cost qui existent. Et quand il y a des gens qui viennent me voir et puis finalement ils achètent low cost, moi je suis content. Ce que je dis, grâce à nous, ils vont bouger, et même si on n'a rien gagné, moi j'ai l'impression d'avoir accompli ma mission,
de faire avancer la société. Et donc, je suis vraiment super à l'aise parce que, et même des fois, ça m'est arrivé plusieurs fois que des clients n'ont pas acheté chez nous, ils viennent nous voir, ils disent oui, là j'ai acheté là, mais du coup, la personne qui m'a vendu ne veut pas m'aider à la réparation, etc. Et on les aide quand même parce que moi, je suis tellement content qu'on ait pu faire avancer cette approche qui est de dire que oui, c'est possible de bouger pendant qu'on travaille, oui, c'est possible d'avoir une attitude, une hygiène de vie compatible avec notre ADN, mais qui rentre dans la vie moderne. Et donc, pour ça, comme c'est trop gros pour nous, il faut qu'on ait des scientifiques qui nous portent, qui nous montrent. On a été invité il y a un peu moins de 2 ans, on avait notre walking desk sur une scène, c'était à Vichy, avec l'Observatoire national le NAPS, pour l'activité physique et contre la sédentarité, qui a fait toute la conférence. Tous les conférenciers ont marché sur le walking desk pour présenter, pour faire leur conférence. C'était super. Et ils ont voulu montrer l'exemple en disant oui, il faut utiliser ces équipements. Et d'ailleurs, nous, on est des spécialistes et on l'utilise et on fait la conférence en marchant pour montrer que c'est la bonne démarche pour améliorer la santé par l'activité physique. Très intéressant. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que tu sais en quelle année tu auras fait le tour de la Terre en marchant? Moi, j'ai la réponse. Moi, je crois que j'ai déjà fait l'année. 2023. C'est bientôt. Si tu as commencé en 2013. À 500 km par mois. Tu dis quelque chose qui est important, tu dis, et j'aime beaucoup, tu fais une distinction très forte entre la pratique d'un sport et l'activité physique. Et j'aime beaucoup ça. Tu peux nous rappeler cette conviction qui dit qu'aujourd'hui, on y va finalement. C'est plus une hygiène de vie qu'une pratique temporaire et éphémère. Oui. Alors, ça, c'est un vrai sujet. C'est quand on parle d'activité physique, est-ce qu'on parle de sport ou est-ce qu'on parle d'activité physique non sportive? Aujourd'hui, il y a une mouvance qui s'appelle le sport santé. Et en fait, ça s'appelle sport santé parce que les gens, ils avaient trouvé que le mot sport. Mais en fait, sport santé, ça veut dire, dans le jargon, activité physique non sportive pour la santé. Donc, c'est assez curieux d'utiliser le mot sport pour dire non sportive. Mais parce que les gens, ils ont l'habitude. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de sport, et surtout quand on parle de sport dans l'entreprise ou au travail, on s'adresse à combien de personnes? On s'adresse à peu près à 10-15% des gens. Si vous demandez à quelqu'un qui travaille, est-ce que vous voulez faire du sport sur votre lieu de travail, vous aurez 10-15% qui vont dire oui. Donc, et l'activité physique, c'est-à-dire marcher, monter des escaliers, etc., c'est 100%. Tout le monde marche, tout le monde monte des escaliers, et donc l'activité physique non sportive, ça concerne tout le monde. Et donc les gens qui ne veulent pas faire de sport, mais qui pourraient faire de l'activité physique, c'est 85%. Et donc, c'est 85% que nous on adresse. Et pour les motiver, il faut juste qu'à un moment donné, on dise que l'activité sportive ou de l'activité physique, ça n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de dépassement de soi. Ça peut être le sport, et c'est bien en tant que tel. Moi, je pratique aussi du sport, je trouve que c'est bien. Mais si on veut être en bonne santé, ça n'est pas nécessaire de faire du sport. Il suffit de faire de l'activité physique non sportive. Et donc, ce pourquoi on milite, c'est vraiment arrêter de dire il faut du sport. L'activité physique légère, c'est-à-dire marcher 30 minutes, 1 heure par jour, c'est largement suffisant. Et je ne sais pas si vous savez, mais quand vous avez un chien, vous avez 3 ans d'espérance de vie en plus, simplement parce que le chien, il faut aller le promener. Et donc, les gens qui ont un chien, ils marchent plus que les autres et ça leur fait gagner 3 ans d'espérance de vie. Et donc, c'est juste pour dire que si vous voulez vivre plus vieux en meilleure santé, il suffit de marcher, ça ne sert à rien de faire du sport. Marc, il est temps que tu nous dises la vérité. Nous, on veut toute la vérité, rien que la vérité aujourd'hui sur Jacadi. Alors, dis-moi, Active Up, c'est plutôt je marche en travaillant ou je travaille en marchant? Alors, c'est intéressant comme question parce que je me suis posé la question parce que quand je voulais juste mettre sur mon site internet la proposition de valeur, je me suis posé la question. Et en fait, en réalité, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais par contre, ce que ça permet de faire ressortir, c'est que la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on veut être plus, quand on est sur un walking desk, donc le tapis avec le bureau, est-ce qu'on veut plutôt faire de l'activité physique et pendant ce temps-là, on travaille un petit peu? Ou est-ce qu'on est plutôt
en train de travailler, donc l'activité principale c'est le travail, et pendant ce temps-là on bouge un petit peu. Et en fait, donc c'est la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je suis plutôt en train de travailler et je bouge un petit peu, ou est-ce que je suis plutôt en train de bouger, c'est-à-dire faire du sport et je travaille un petit peu. Et en réalité, moi ce à quoi je suis arrivé, c'est que ce qu'il faut juste, c'est se laisser aller. Et à la fin, se laisser aller, ça veut dire qu'on va être concentré sur son travail, on va bouger, et en fait, on va faire les deux en même temps à égalité. Et donc, c'est ni l'un ni l'autre. On s'est rendu compte qu'il y a un des clés dans le passage à l'acte en marketing, c'est le choix. Tu aurais pu faire 2 cases à cocher. Je préfère marcher pour travailler ou travailler pour marcher. Choisissez. Marc, on arrive au terme de notre promenade finalement autour de ton activité, de ce fil rouge du buggy numéro 1 en passant par le buggy numéro 2, de cette volonté farouche tu le dis toi-même, d'être utile dans tes activités, d'apporter des solutions. Et on vient de s'apercevoir que ActiveUp est complètement aligné, j'imagine, avec tes valeurs et tout ce que tu veux donner, et le sens que tu veux donner dans ta vie professionnelle. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Marc ? La période, elle est un peu particulière. Comment tu vois les choses ? Quelle est ton actualité ? Est-ce que tu peux partager un petit peu ce qui va arriver dans les prochaines semaines ? Comment tu vois l'évolution de ActiveUp en particulier ? Alors, ce qui s'est passé avec cette période complexe de crise sanitaire, avec la Covid et avec, je dirais, l'exode des bureaux qui s'en est suivi, avec ces bureaux qui se sont vidés, avec ce télétravail qui s'est imposé en quelques semaines comme une obligation pour toutes les entreprises, ou presque. En fait, nous, on travaille beaucoup avec les entreprises, donc du jour au lendemain, on a perdu tous nos clients. Enfin, tous les programmes qui étaient en cours ont été annulés ou reportés jusqu'à une date indéterminée. Et donc, on a perdu tout ce chiffre d'affaires-là. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu des demandes de personnes qui se sont retrouvées en télétravail et qui ont souffert d'être immobiles pendant de longues heures. Ils n'avaient même plus le petite activité physique dans le métro, dans le bus, pour marcher entre le parking et leur espace de travail, pour aller au restaurant à midi, etc. Donc ils se sont retrouvés à faire 0 activité physique. Pendant le confinement, c'était 0 activité physique. Et donc ils se sont rendus compte que c'était terrible de faire 0 activité physique. Avant, ils faisaient pas assez, c'était pas bon pour eux, ils avaient souvent des douleurs, etc. Mais ils n'avaient pas attribué forcément à l'inactivité. Et là, ils étaient bien obligés de l'attribuer. Et donc, on s'est retrouvé avec des clients, des particuliers, des professionnels aussi, qui voulaient nos produits pour mettre chez eux, à la maison. Et donc, aujourd'hui, ce qui est en train de se passer, donc ça nous a permis déjà, nous, de continuer notre activité. Donc, je dirais, ça a compensé, les clients particuliers ont compensé la perte des clients entreprises. Maintenant, les clients entreprises reviennent et les clients particuliers continuent. Donc, nous, on a globalement on a eu un bénéfice avec cette crise sanitaire. Mais c'est pas tout, parce que en fait, ce qui a changé, et c'est un changement majeur pour nous, et c'est vraiment ma priorité maintenant, c'est qu'avec cette situation de télétravail, on se retrouve avec une opportunité géniale, qui est que maintenant, ce qui avant était un frein à l'adoption de nos solutions, c'était principalement la place et je dirais le côté, la pudeur, c'est-à-dire si je me mets en mouvement, je me mets à marcher devant mes collègues au bureau, mes collègues vont me dire « mais tu es en train de t'amuser, tu n'es pas en train de travailler, etc. » Et donc ces deux sujets-là, donc le côté est-ce qu'il y a de la place pour mettre un walking desk et est-ce que je vais pouvoir l'utiliser sans que les autres se moquent de moi, ces deux problèmes sont complètement annulés avec le télétravail. Parce que si vous êtes chez vous, vous pouvez agencer votre appartement ou votre maison comme vous voulez, ce qui n'est pas le cas dans votre espace de travail au bureau. Et puisque vous êtes chez vous, personne ne va se moquer de vous, puisque personne ne vous voit. Et donc, et ça a annulé les deux grosses objections qu'on avait. Et puis, en même temps, on s'est rendu compte que les entreprises qui vont pouvoir libérer les espaces de travail simplement en disant mes collaborateurs, ils sont mis en télétravail, ça a fonctionné. Ça a été un peu compliqué, la mise en place, et puis on s'est habitué, et maintenant on arrive à travailler. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un effet
même après la fin de cette crise sanitaire, qui va arriver, à un moment donné, ça va s'arrêter, quand il y aura un vaccin, etc. On ne sait pas quand c'est, mais à un moment, ça va s'arrêter, et de toute façon, ça va reprendre, et le télétravail restera. C'est-à-dire il y a un effet résiduel de cette crise sur le taux de personnes en télétravail. Et donc, les entreprises vont pouvoir réduire les espaces de travail, vont pouvoir libérer de l'espace, vont pouvoir enlever, peut-être pour certaines, 50% de l'espace de travail, et donc vont gagner de l'argent, vont économiser de l'argent, et donc, derrière, vous allez avoir les employés et aussi les syndicats, etc., qui vont réclamer qu'une partie de cette économie soit employée pour améliorer, je dirais, l'ergonomie du poste de travail à la maison. Ce qui serait la moindre des choses. Et il y a beaucoup de pays, d'ailleurs, où c'est déjà, les pays nordiques, etc., c'est déjà en place. Et en France, c'est encore un petit flou réglementaire là-dessus, mais qui va nécessairement être comblé. Et donc, ce qui va se passer, c'est que, et c'est déjà le cas d'ailleurs pour certaines entreprises, les entreprises vont investir pour l'équipement du poste de travail à la maison. Mais tu as raison, parce que j'ai vu une start-up il n'y a pas longtemps d'une demoiselle qui doit avoir moins de 25 ans, qui a lancé cette solution où les entreprises, via une petite marketplace, choisissent le fauteuil, le mobilier, et c'est directement envoyé, et c'est de la location, et c'est envoyé au domicile de l'employé. Exactement. Il y a beaucoup d'entreprises, y compris des grosses comme Google ou autres, et aussi des petites, qui financent en fait les équipements pour avoir des conditions on va dire ergonomiques de travail raisonnables à la maison. Et donc nous, on va bénéficier de ça. Et aujourd'hui, ce que nous demandent nos clients, ils nous disent, voilà, nous, qu'est-ce que vous nous proposez pour qu'on puisse équiper nos employés à la maison, qui mettent un walking desk, qui mettent une chaise ergonomique, qui mettent un bel écran, etc. Et donc ça, ce qui est super pour nous, c'est qu'il y a deux choses. C'est que la première chose, c'est que tous les freins à l'adoption, toutes les gênes qu'il pourrait y avoir, à la fois j'ai honte parce que les gens me voient en train de marcher, où il n'y a pas de place, etc. Et de l'autre côté, le fait que les entreprises veulent investir, tout ça, ça converge vers un business plus facile. Et la deuxième chose qui est tout aussi fondamentale, c'est que du coup, nous, on va pouvoir être en contact direct avec les utilisateurs. Parce qu'on a travaillé beaucoup avec des entreprises, et les entreprises ne voulaient pas nous laisser parler à leurs employés. Les employés sont derrière le DRH, sont derrière le responsable des espaces de travail. Et maintenant, on va pouvoir travailler directement avec eux, et donc recueillir leur feedback, les accompagner. On propose déjà du coaching, on propose aussi des logiciels, on va encore travailler là-dessus, pour que finalement, on aide directement l'utilisateur à atteindre ses objectifs, à se motiver. Et en fait, ce qu'on veut, c'est créer, je dirais, un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on les accompagne jusqu'au moment où le bienfait, les bénéfices qu'ils en retirent, s'ils commencent à perdre du poids, s'ils ont plus mal au dos, etc., ces bénéfices-là sont suffisants pour qu'ils continuent à s'automotiver, à bouger. Et en fait, c'est ce gap entre le moment où je démarre et le moment où je perçois les premiers effets, c'est ce gap-là qu'il faut accompagner. Et nous, on est capable de le faire aujourd'hui à travers du coaching, à travers des contenus qu'on produit en vidéo. Et le télétravail, pour nous, c'est génial. Et c'est vraiment ça qui va, je pense, être le point d'inflexion de notre activité et qui va permettre à beaucoup de gens de passer à l'action de manière très, très fluide. Et c'est ça qui est génial avec la Covid. Pour nous, c'est une vraie opportunité. Super. Bah, écoute, tu fais partie des gens qui voient toujours le côté positif. Je te rejoins dans ces démarches. Il y a encore de belles journées devant les utilisateurs et les futurs clients d'ActiveUp. Merci à toi. Merci Marc. Cyril, à très bientôt. Et puis Marc, bon vent. Et puis n'hésite pas à nous recontacter dans quelques mois quand les choses vont se décanter, vont se développer encore plus. Merci beaucoup. À bientôt pour un nouvel épisode de Jacadi. Au revoir. Merci, au revoir. Jacadi, suivez-nous et abonnez-vous bien sûr. On se retrouve bientôt pour une nouvelle partie. En attendant, soyez positifs, pragmatiques et persuasifs. Jacadi, inventez vos propres règles.